En même temps, justement, l'émergence de médias dans lesquels c'est l'émotion qui prime sur Ça, c'est pas nouveau presque pour le tout, coup. Mmh. c'est effectivement pas nouveau, mais ça participe aussi, à la fascisation de la société qui, donc agit surtout viscéralement plutôt qu'intellectuellement. Alors, là, on tombe sur la question de alors c'est une conséquence aussi de cette évolution du paysage médiatique au sens large, c'est-à-dire médias, réseaux sociaux et cetera, c'est qu'on a ça, c'est le naufrage des corps intermédiaires. Pas parce qu'ils sont devenus subitement mauvais ou quoi que ce soit, ils étaient pas forcément meilleurs avant. C'est juste que la base ne les suit plus. Voilà. Et que donc, vous devez accepter quand vous avez un profil qui correspondrait à des corps intermédiaires, moi je suis l'équivalent de l'instituteur de la Troisième République si vous voulez. Bah, maintenant, si vous voulez une posture d'autorité, une position d'autorité, il faut la conquérir. Il faut la conquérir dans un univers concurrentiel, dans laquelle votre concurrent va être un complotiste, un taré fascisant et cetera, mais tout ça est a priori à égalité, dans sur le marché des idées et donc, vous devez accepter ce combat-là. Bon, heu, moi ça va, je l'accepte. Je sais que j'ai plein de collègues, dans le monde, des intellos, j'allais dire, qui sont dans le déni par rapport à ça ou qui, plus précisément, prennent une posture en disant que tout ça, c'est sale et donc se retirent sur leur Aventin et pendant ce temps-là, il y a de moins en moins de gens comme moi qui font le boulot. C'est très agaçant. C'est exposant aussi, fatigant et c'est, sans conséquence peut-être par rapport, Ah si, ça a des conséquences. Je peux maintenant je j'avais des doutes avant l'expérience TPMP. Maintenant, depuis qu'il y a eu l'expérience TPMP, j'en suis sûr. Quand j'ai défoncé à coups de batte le mythe du racisme anti-blanc sur le plateau de TPMP, l'extrait a été vu sur Twitter par 2 millions de personnes sur 68 millions d'habitants. Voilà. Alors que, si j'étais pas là, ça n'existait pas, cette exposition-là, de cette argumentation-là. Alors Voilà, pour c'est aussi con que ça. Mais il faut y aller pour gagner, hein, alors parce que juste sinon c'est une catastrophe. Sinon ouais. vous je vais non, j'allais être méchant envers un autre chroniqueur, mais sinon vous finissez comme lui. Mais, donc sans citer sans Ouais, citer oui voilà, c'est pour parce ça. que finalement c'est pas nécessaire. Exactement. Je pense en plus que les gens qui vous ont suivi voient de qui vous parlez. La question qui s'impose, c'est, quelle forme de résistance? Puisque alors justement, il va y avoir dans ce cadre-là, heu, tout un questionnement et un questionnement de la part d'ailleurs aussi de nos jeunes qui est, comment est-ce qu'on fait pour s'opposer? Parce que quand vous dites: «On y va pour gagner» ou et je sais que c'est, une métaphore, mais j'y suis allé à coups de batte, Oui. il y a quand même une idée de la violence. Est-elle légitime? Doit-on l'utiliser? Comment faire? Et comment réagir par rapport aussi à un certain nombre de questionnements qui peuvent très légitimement, plus qu'irriter ou frustrer, mais, juste, faire sortir les gens d'eux-mêmes, tellement ils sont, touchés, énervés, attristés par ce qui peut leur arriver, ce dont ils peuvent témoigner. Alors, il y a la question déjà de la violence symbolique qui consiste à aller au débat comme on va sur un ring de boxe. Alors oui, je la préconise, oui, je la recommande et d'ailleurs je la pratique, donc je vais pas me dédire. Bon. Oui, je pense qu'il faut y aller et je pense qu'il faut y aller, franchement. On n'est pas nombreux à le faire dans cet état d'esprit. Heu, Dans le monde politique, il y en a un qui le fait depuis longtemps, qui est Jean-Luc Mélenchon. Dans le paysage intellectuel, il va y avoir des gens comme moi. Il y a un journaliste qui maintenant est passé en politique, qui s'appelle Caron, qui fait ça très bien aussi. On n'est pas super nombreux, mais ça existe. Il faut y aller, pour se battre et il faut y aller pour gagner le débat. Il faut pas y aller pour pleurnicher sur le fait qu'être d'extrême droite, c'est pas bien. Il faut pas non plus y aller, comment dire? Enfin, refuser d'y aller parce que c'est sale. Tout ça, c'est n'importe quoi. Mmh. Heu, alors, ça, c'est sur l'aspect, aller au contact au niveau du débat d'idées. Après, est-ce que vous posez la question de la légitimité de la violence tout court? Je pose Je Vous me finalement dites. toutes Non, les parce que je questions peux répondre là-dessus, parce mais qu'il y a c'est un sujet plus difficile, c'est pour non, mais ça. c'est une vraie question. Mmh. C'est-à-dire que souvent, les mots vont être suivis d'actions. Quelles Oui, sont tout à ces fait. actions? Ouais. Et puis, parallèlement, derrière, qu'est-ce qui différencie finalement, l'antifasciste par rapport au fasciste? Oui. Si
tout le monde éructe et tout le Bien monde sûr. utilise des métaphores qui sont violentes. Enfin, Oui, je Hypercute comprends. TV, c'est Bien c'est un sûr, c'est un exemple tout à fait. et on peut tout à fait réfléchir par rapport à quel moment commence la désobéissance civile et à quel, moment Alors commence, ça, c'est je dans dirais, une forme de ouais, de de trahison, oui, je vois bien. de Alors la société et des règles de base qui font qu'on vit quand même en communauté avec des gens qui certes, parfois ont des idées qui nous semblent, absurdes ou absolument détestables, mais avec lesquelles il faut quand même vivre, en tout cas si on accepte le cadre démocratique. alors, heu, dans une démocratie libérale, au sens, du régime politique, le le choix des électeurs est-il la norme politique suprême? Non. Au-dessus, il y a l'état de droit, qui inclut le respect des droits humains et de la dignité humaine. Ça signifie donc c'est un sujet qui est peu abordé, parce qu'il est gênant, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il est antidémocratique de voter majoritairement contre la démocratie et contre les droits humains. Bah oui. C'est-à-dire que si vous le faites, ce sera illégal. Oui, oui. Heu, Si demain, hypothétiquement, un parti politique remporte les élections en France, heu, alors qu'il a proposé de virer du pays, d'expulser du pays ou pire, tous ceux qui ont un nom à consonance maghrébine, par exemple, heu, en fait, il est contraire à la démocratie libérale en tant que régime politique qui puisse faire quoi que ce soit qui appliquerait cette proposition. Pourtant, le système démocratique ne peut pas, en amont de Si, leur laisser la chance d'agir, agir. et si en fait, parce que et c'est là qu'il y a un premier élément qui est que il est normal d'interdire de l'é pas forcément l'expression d'idées, ce sont 2 sujets différents. Donc c'était là où je voulais faire la Voilà, synthèse, la j'entends bien, séparation je entre les 2. bah oui. Heu, il est normal d'interdire les partis politiques, j'ai bien dit les partis politiques, c'est-à-dire un parti politique, c'est une organisation humaine, collective, qui a pour but de prendre le pouvoir et ensuite de l'exercer s'ils y arrivent. Voilà, c'est ça, hein, un parti, pas autre chose. Bon, en sciences politiques, en droit, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc, heu il est normal d'interdire les partis politiques qui proposent qui veulent prendre le pouvoir pour, appliquer des politiques contraires à l'état de droit. C'est aussi simple que ça et c'est d'autant plus normal qu'à l'heure où je vous parle, c'est légal. C'est-à-dire que dans le droit français, dans le code de sécurité intérieure, article L 212-1 de mémoire, mais c'est à vérifier, il y a la liste des critères selon lesquels on peut interdire une association par simple décision en conseil des ministres et dedans, il y a la provocation à la haine. Bon, bah, quand vous dites qu'il y a un grand remplacement ou une submersion migratoire, ça veut dire la même chose. Vous êtes en train d'expliquer que les gens qui viennent d'Afrique, qu'ils soient maghrébins ou africains, hors Maghreb, sont des gens qui viennent nous envahir et nous remplacer. Ce sont donc des envahisseurs dangereux que vous désignez comme une menace existentielle pour le pays. Vous êtes dans la provocation et à la haine et à la discrimination en raison de l'origine. Bon, ben voilà, vous êtes passible de dissolution de votre association par simple décision au conseil des ministres. Il y a aucun doute possible là-dessus. Et ben, le Rassemblement national, Reconquête et LR, si on utilise les décisions de Bruno Retailleau, les déclarations de Bruno Retailleau, cochent la case. Mais il y a ce que le droit permet, et puis il y a ce qu'on fait. Et puis il y a quand même une réalité sociale. Oui, mais elle n'est pas bloquante. Elle n'est pas bloquante à partir du moment où, comment dire? Les règles du système que vous avez mis en place permettent de dissoudre sur tel ou tel critère, telle ou telle organisation. Et j'ajoute qu'il y a la question posée par le paradoxe, de la tolérance de Popper. Voilà, alors vous connaissez tous les 2, mais je le rappelle pour les étudiants qui nous écoutent. Le le paradoxe de Popper, c'est Karl Popper, philosophe autrichien qui avait donc dû s'exiler au moment de l'Allemagne nazie, s'interroge après la Seconde Guerre mondiale: «Est-ce qu'il n'aurait pas fallu interdire les nazis à l'époque de la République de Weimar? Mais en même temps, les interdire ne pose-t-il pas le problème d'une démocratie intolérante alors que quand on est démocrate, on est tolérant?» Et il arrive à la réponse suivante: «Il faut interdire les partis politiques qui, s'ils arrivaient au pouvoir,
détruirait la tolérance du système démocratique. Et donc il faut interdire tous les partis politiques qui sont intégristes, ce qui est le cas de l'extrême droite. Alors, tout de suite: «Et l'extrême gauche?» Bah oui, aussi, oui. «Ah, LFI?» Bah non, LFI est pas d'extrême gauche. Je fais une parenthèse, hein, là-dessus, c'est-à-dire que mais ça veut dire que le NPA devrait pas exister. J'ai rien contre eux, mais c'est vrai. Ils appellent explicitement à une révolution et à une dictature, voilà, bah, ils devraient pas être autorisés, en fait. Alors, c'est un vrai sujet, hein, je comprends bien que ça soulève des ques ça pose des questions difficiles, mais à un moment donné, comment dire? Comment vous dire ça? Si je voulais être taquin, heu, on est dans un pays où le port de la ceinture est obligatoire, mais où on ne devrait pas interdire les partis fascistes? Il y a une conception bizarre de la protection face au danger, en termes d'impact. Vous trouvez Alors, pas? juste pour conclure, parce qu'il nous reste, 5 minutes malheureusement, Oui, parce que merci, hein, c'est je vous en vraiment prie, je vous en passionnant. prie. Le truc est que, derrière, si on revient juste sur la question de la violence, comment régler ou réguler ou répondre à, cette envie de violence qu'on voit quand même surgir, de manière, récurrente dans tous les milieux politiques, hein, de manière Alors, transversale. c'est une question à laquelle j'ai réfléchi pendant plusieurs années, donc j'assume d'avoir hésité sur la réponse. Heu, je trouve, un peu bébête, l'idée, taper les gens ou tuer les gens, c'est pas bien, donc la violence politique, c'est pas bien. Alors, je trouve ça bébête parce qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que la violence, perpétrée par, les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était bien. On est tous d'accord pour dire qu'Oradour-sur-Glane, pas bien. Donc on est bien d'accord que c'est pas la violence en soi qui pose problème, c'est sa finalité. Ah tiens, donc la violence politique n'est pas condamnable en soi. Là, on vient de l'établir en 3 phrases. Bien, mais dans ce cas-là, comment on distingue la violence politique acceptable de la violence politique inacceptable? Et c'est là qu'est le problème, c'est que ça dépend uniquement de votre système moral individuel. Parce que la violence politique peut amener à des faits et Tout des à fait, actions de gens absolument. qui, sortent de ce champ uniquement politique. Oui, en fait, il y a une réponse légale. Tous les systèmes politiques interdisent la violence politique à tout le monde, sauf à l'État. Tous. OK, ça c'est la réponse légale. Après, il y a la réponse morale ou la réponse, politique, idéologique, si vous voulez, c'est, bah, ça dépend de vos convictions, à vous. Et donc ça, personne ne peut en juger, sauf vous, de votre rapport à la violence politique. Donc moi, je vous donne une réponse qui n'engage que moi, parce que toute réponse non légale sur la violence politique ne peut que vous engager, vous, sur vos valeurs. Et moi, ma réponse, c'est: je n'ai pas besoin de me prononcer d'un point de vue moral, parce que je trouve que la violence politique, c'est-à-dire tuer ou blesser des gens, parce que si vous détruisez des objets, c'est pas de la violence, hein, c'est de la dégradation de biens. C'est tout à fait autre chose. C'est le sabotage, c'est des choses comme ça. On n'est pas du tout dans la même discussion. Là, on parle de blesser ou de tuer. Bon. Quand il s'agit de blesser ou de tuer, moi, ma réponse, c'est contre-productif pour votre cause, quelle que soit votre cause. Donc je pense que c'est idiot, en fait. Et donc ma réponse, c'est: il faut pas le faire parce que c'est idiot. C'est-à-dire que si demain, vous êtes un opposant, je précise même pas quel gouvernement, je précise même pas l'idéologie du gouvernement, je précise même pas celle de l'opposant, d'accord? Vous êtes un opposant, vous butez un flic. Si le gouvernement en place n'est pas complètement stupide et en admettant qu'il soit malfaisant, quelle est la première chose qu'il va faire? Bah, une campagne de propagande en boucle sur le policier qui est mort, sa famille qui est en larmes, le fait qu'il y a quand même beaucoup de policiers qui sont tués par ces salauds de terroristes, et cetera, et cetera. Et à raison. C'est la mécanique. Je veux dire, vous venez de lui offrir un martyr sur un plateau, il serait quand même con de ne pas s'en servir. Et donc, vous venez d'offrir un martyr au gouvernement. Il y a une excellente série télévisée qui explique ça très bien, qui est la saison 2 de Andor. Voilà, pour ceux que l'univers Star Wars intéresse. Mais voilà, comment la violence, donc vraiment la violence physique envers les personnes, j'insiste là-dessus, est toujours instrumentalisée par le gouvernement que vous voulez combattre. Donc moi, je recommence l'explication juste, c'est de dire: la violence envers les personnes blessées, tuées, et cetera, non. Même envers les même envers les policiers, les militaires, et cetera. Encore une fois, c'est contre-productif. La désobéissance civile, oui, absolument. C'est très efficace, en particulier si c'est collectif. Les grandes grèves
organisés par Gandhi en Inde ont fait c'est ça, en fait, qui a mis l'empire colonial britannique à genoux. Le fait que l'économie de l'Inde s'arrêtait et donc ça servait plus à rien d'avoir l'Inde. C'est ça qui s'est passé. Bon, heu, le sabotage, pourquoi pas? Parce que ça, c'est beaucoup plus présentable et ça peut être efficace. Mais encore une fois, dans quel cas le faire ou pas, ça dépend de votre propre système moral et j'insiste sur un point, la vraie désobéissance civile, au sens strict, c'est vous désobéissez à la loi au nom de votre morale et donc vous en acceptez toutes les conséquences. Il y a des gens qui font des actes de désobéissance civile et qui ensuite se plaignent d'aller en tôle. Ah non les gars, ça fait partie du jeu. Moi j'ai du respect pour les gens qui font de la désobéissance civile, les gens de Notre-Dame-des-Landes par exemple, j'ai du respect pour eux. Et je suis d'accord, avec une partie de leurs convictions, pour être tout à fait clair. Extinction Rébellion, pareil. Mais quand il y en a parmi eux qui disent: «Ah, c'est pas bien de nous mettre en tôle, c'est un État fasciste», non les gars, la désobéissance civile inclut le fait d'aller en tôle. Relisez Thoreau, Henri David Thoreau, La désobéissance civile. Donc une fois tout cela posé, moi ce serait ça ma réponse. Très bien. Ben, on va s'arrêter, sur cette, note, disons ouverte pour, toute forme de résistance du moment qu'elle soit productive et non pas contre-productive et puis, donc pour les gens qui sont intéressés, par votre livre, ils peuvent le trouver dans n'importe quelle, bonne librairie puisque celles qui ne l'auront pas ne seront pas des bonnes librairies. C'est Le choc des empires C'est au gentil. XXIe siècle, donc chez Armand Collin et puis sinon donc en ligne avec Uppercut TV sur YouTube, c'est ça? Tout à fait. Super. Merci beaucoup Thomas, merci Vincent. Merci.